Enquête de politique sur le parlementarisme. Aujourd'hui, vous sentez-vous bien représenté par les députés, par votre député? En fait, nous ne sommes pas censés être représentés par notre député, celui que l'on a élu. Non, la règle parlementaire, c'est que chaque député représente la nation tout entière et doit se détacher même des intérêts des électeurs de sa seule circonscription. Ce n'est pas un élu local pour embrasser l'intérêt de tout le pays, et l'hémicycle dans son ensemble est le reflet de la diversité idéologique du pays. Voilà, ça c'est le principe. La réalité, bien sûr, est tout autre. Chaque député qui pense à sa réélection s'intéresse aussi et souvent d'abord à ses propres électeurs. Nous retrouvons Johan Dubigeon, politiste, maître de conférences à l'université de Saint-Étienne, spécialiste des formes de démocratie radicale, pour évoquer ce thème devenu un poncif du commentaire politique, la crise de la représentation. Bonjour Johan Dubigeon. Bonjour. Alors quand on évoque la crise de la représentation, on tente d'imaginer de nouveaux outils de délibération, des façons d'accroître la participation de la population aux décisions, au-delà de ce qui peut déjà exister localement, le plus souvent pour consulter, pas pour concevoir, le plus souvent pour consulter simplement. On pense aussi avec l'horizontalité, ce mot-là, à quelques modernisations de la démocratie, au tirage au sort, la Convention pour le climat, aux conférences de consensus. Et vous nous dites, Johan Dubigeon, que d'abord, ce que l'on appelle la crise de la représentation, eh bien, elle existe depuis qu'existent les assemblées représentatives. Oui, c'est ça, elle est à peu près aussi ancienne que ce qu'on peut appeler le gouvernement représentatif, ou qu'on appelle dans le langage courant la démocratie représentative. Il y a toujours eu cette espèce d'ambivalence qui donnait à voir un mécontentement de ce qu'était la démocratie ou d'une imparfaite démocratie. L'idée d'abord que les représentants ne nous représenteraient pas vraiment, donc avec une critique qu'on peut qualifier de sociologique des élites, ou une critique de la représentativité, qui elle est à peu près effectivement aussi ancienne que nos régimes actuels. Dès le début, dès les premières assemblées, après la Révolution, évidemment la Révolution part d'un défaut de représentativité avec le tiers-État, bien sûr, mais après la Révolution, dès le début, est-ce qu'il y a eu ces contestations-là ? Alors ces discussions ont eu lieu notamment chez ceux qu'on appelait les pères fondateurs de la démocratie représentative à l'échelle occidentale, au moins on pourrait dire, avec les révolutions britanniques, américaines et françaises, qui arrivent toutes à la même période, grosso modo, avec à leur tête quand même des pères fondateurs libéraux. Et ce que ça veut dire, des pères fondateurs libéraux à l'époque, c'est des gens qui se méfient, on va dire, de deux ennemis politiques. D'une part, et c'est celui qu'on a le plus souvent en tête directement, l'absolutisme politique, l'ancien régime, avec une légitimité du pouvoir royal qui viendrait directement de Dieu. Donc là-dessus, la représentation d'un peuple ou d'une nation n'a pas de sens. Mais en même temps, ces pères fondateurs ne s'opposent pas seulement à ces régimes-là. Ils ont en tête directement un autre régime qu'il s'agit de tenir à distance, c'est la démocratie dans sa forme qu'on connaît à l'époque la plus, qui est la démocratie athénienne. Et de ce point de vue-là, si on pense par exemple à quelqu'un comme Montesquieu en France, ou Harrington dans le monde anglo-saxon, c'est des gens qui vont vouloir tenir à distance les mécanismes représentatifs de la démocratie, que sont par exemple le tirage au sort, la rotation rapide des mandats représentatifs pour faire participer une grande partie des citoyens à l'exercice de la fonction publique. L'idée que la démocratie, ce serait aussi cette justice distributive du pouvoir, qu'un nombre important de citoyens doivent participer directement à l'exercice des fonctions politiques. Donc tout ça, les pères fondateurs veulent s'en tenir à distance. Ils pensent, les pères fondateurs de la démocratie dite libérale pensent qu'il faut une élite qui représente le peuple. Exactement. Et ce qu'on a tendance parfois à oublier dans le sens commun aujourd'hui, c'est que le mode de désignation des représentants communs de la démocratie, c'est le tirage au sort. À l'inverse, l'élection, et ces pères fondateurs-là, que ce soit des philosophes, des Lumières ou des hommes politiques libéraux, ont en tête que l'élection, par nature, c'est un mode de désignation aristocratique. Par définition même, l'élection, c'est la manière de choisir les meilleurs. C'est-à-dire faire en sorte que des élites locales puissent avoir plus de chances que le commun des mortels, on va dire, que le peuple, entre guillemets, d'être représenté et d'être présent donc à l'Assemblée nationale. Alors quand on dit aujourd'hui que nos élus, nos députés, nos sénateurs, sociologiquement, ne représentent pas bien le peuple, qu'il y a moins d'ouvriers par exemple, vous nous dites que c'était pareil avant ?
Alors, cette critique-là, effectivement, de la représentativité sociale, d'abord, elle a toujours existé. Ensuite, effectivement, il y a eu, on pourrait dire, deux mouvements dans l'histoire. Le premier mouvement, après cette fondation relativement élitiste des régimes représentatifs, je le rappelle, c'est pas juste l'élection, c'est aussi des marges d'indépendance des gouvernants qui sont maintenues. Les promesses électorales, par exemple, ne sont pas légalement contraignantes ou juridiquement contraignantes. On a des mandats qui sont relativement libres, donc il y a une vraie marge d'indépendance. C'est ce qu'on peut appeler la délégation ? Finalement, on délègue c'est ce qu'on peut appeler c'est ce qu'on peut appeler la délégation de souveraineté, c'est-à-dire on ne conçoit pas la démocratie représentative comme l'exercice collectif du pouvoir politique, mais plutôt comme une délégation de souveraineté à des gens, une élite qui nous représenterait. Et c'est là où c'est très libéral au sens politique comme conception, c'est une manière de dire que finalement la politique est toujours un moindre mal à tenir à distance et non pas une jouissance collective pour permettre aux individus de jouir de leur liberté privée. Donc il y a cette séparation entre une sphère politique où il faut absolument des représentants, donc on consent à choisir ses représentants afin d'avoir les mains libres pour profiter de ces petites affaires privées. Ça crée une classe politique professionnelle. Exactement, ça se marie en fait avec l'idée historique d'une séparation entre ce que les libéraux appelaient les libertés positives et les libertés négatives. La liberté positive, qui est une liberté qui prend sa source chez des penseurs républicains ou des penseurs de la démocratie antique, c'est l'idée d'une vertu civique, que la liberté, c'est aussi participer collectivement à l'exercice de la fonction politique, à l'élaboration des lois. Ces libertés dites positives, elles sont vraiment laissées de côté. La liberté, c'est surtout la liberté négative de ne pas interférer, que le politique n'interfère pas dans les affaires privées, le commerce notamment. Donc il y a effectivement cette vision du politique comme mal nécessaire qui est relativement tenue à distance et donc qui va créer nécessairement un fossé qui va permettre après une forme de critique de la représentativité. Et donc la dimension participative, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la démocratie sociale ou la démocratie participative ou des éléments de démocratie par en bas, ne sont pensés que comme résiduels. Et finalement, on a un penseur, un philosophe libéral qui s'appelle Karl Popper, américain, qui dit que finalement, si on essaie de garder ce qu'il y a de plus le dénominateur commun de toutes les démocraties libérales ou démocraties représentatives, la seule chose qui tient sans cesse, c'est la simple institution et destitution pacifique des gouvernants. C'est-à-dire que finalement, la seule vraie différence intrinsèque des démocraties libérales par rapport à des régimes autoritaires, qu'on dirait aussi aujourd'hui populistes, avec toute l'ambiguïté de cette formule, c'est finalement que par l'élection à échéance régulière, on convoque le peuple pour instituer ou destituer pacifiquement des gouvernants, sans passer par des coups d'État, des insurrections, etc. Et on voit bien que cette définition très procédurale de la démocratie libérale, très minimale, elle laisse totalement de côté, dans le sens commun, la dimension participative ou ce qu'on peut appeler ces libertés positives d'expression populaire de la citoyenneté. Enquête de politique sur le parlementarisme et la crise de la représentation. Vous pouvez nous écrire via la page de l'émission sur le site de France Inter pour nous proposer par exemple un isme, une idée politique, un mouvement que vous souhaiteriez que j'aborde. On retrouve Johan Dubigeon. On constate qu'il y a deux moments après la fondation de nos régimes, on va dire grosso modo de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle, un moment de sentiment de rapprochement progressif entre les représentants et les représentés, grâce notamment justement à une forme de démocratie sociale, c'est-à-dire un mouvement ouvrier structuré qui pèse sur la vie politique et qui fait exister la question sociale, la question des inégalités. Et l'autre élément qui donne ce sentiment de rapprochement entre représentants et représentés, c'est l'invention des partis de masse qui servent de courroie de transmission entre les classes populaires et cette élite politique, et on passe finalement de représentants qui étaient de simples notables à des partis, des syndicats qui permettent à des personnes issues des classes sociales populaires, des ouvriers, des employés, de s'élever dans la hiérarchie sociale et de devenir eux-mêmes des représentants syndicaux, des représentants politiques, et donc d'incarner d'une certaine manière une forme d'existence du populaire en politique. Donc ça, vous datez cette période où l'incarnation est acceptée, où la représentation est acceptée grâce aux grands partis, aux idéologies un peu globalisantes, où chacun pouvait s'identifier à un grand projet politique et aussi à une forme de démocratie sociale, de république sociale qui est inscrite maintenant dans notre Constitution. Est-ce que c'est par exemple l'après-guerre ? Oui, alors
On peut considérer, si on regarde par exemple les statistiques des catégories socio-professionnelles à l'Assemblée nationale, on peut considérer que l'après-Seconde Guerre mondiale est peut-être le point culminant ou le chant du cygne de cette période de sentiment de rapprochement entre élus et représentés, puisqu'on a à la mandature, donc entre 1946 et 1951, on a un peu plus de 20% des élus à l'Assemblée nationale qui sont des ouvriers et employés, sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près 5% d'ouvriers et d'employés, moins de 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Et ça s'explique donc par une deuxième étape. Que vous datez, alors Yohann Dubigeon, vous datez ça des années 80 dans votre livre, et du grand mouvement libéral, alors cette fois-ci pas politique mais économique. C'est ça, une philosophie politique et économique qui nous vient notamment des États-Unis et qui devient hégémonique chez les partis de gouvernement occidentaux, y compris dans une grande partie de la social-démocratie européenne. Pourquoi est-ce que ce moment néolibéral, il marque une vraie rupture ? À plusieurs égards, il va créer un sentiment justement de fossé ou de brèche croissant entre les représentants et les représentés. La première chose, c'est que cette pensée néolibérale va s'occuper de casser les organisations collectives du mouvement ouvrier. C'est très vrai en Grande-Bretagne sous Margaret Thatcher, mais c'est aussi vrai en France à partir de la deuxième moitié des années 80, où finalement il va y avoir un véritable reflux de ces organisations politiques de masse et reflux de la manière dont, par exemple, le travail devient structurant pour politiser les classes populaires. Et puis en même temps, c'est le reflux, on pourrait dire, des grands récits ou des grandes idéologies liées à l'échec de ce qu'on pourrait appeler la contre-utopie que pouvait représenter l'Union soviétique, avec l'idée qu'il y avait un contre-modèle au capitalisme, et donc la découverte des errements et des horreurs de l'URSS qui vont faire déchanter une grande partie de la gauche et de ses organisations du mouvement ouvrier. Mais aussi, l'autre part de désenchantement vient de la social-démocratie elle-même, avec ce qu'on pourrait appeler la fin d'un compromis, qui était celui d'inclure au sein du logiciel de la social-démocratie à la fois des questions de société. On pense à l'écologie aujourd'hui, on pense par exemple aux questions culturelles, aux questions de genre, aux questions de diversité, et puis la question sociale, donc inclure les classes populaires et la question de la répartition des richesses, qui était au cœur de la social-démocratie, de l'ensemble des partis de gauche, et cette alliance historique, on peut dire, ce bloc entre questions sociales et questions de société va être rompu à partir des années 80 et une gauche de gouvernement, une gauche social-démocrate qui va s'intéresser essentiellement aux questions de société. L'élection est pipée. Et non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance. Le philosophe Cornelius Castoriadis sur France Inter avec Daniel Mermet en 2001. Personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht ? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen. Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment ? Mais pourquoi ils ne seraient pas capables de gouverner ? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner, à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires.